Bonsoir à tous, merci d'être parmi nous ce soir pour ce nouveau Facebook Live du Presse Club. Nous devions vous proposer une présentation de la 9e édition du Prestival Info, dont le Presse Club est partenaire depuis sa création, mais celui-ci, compte tenu de la situation sanitaire, a été reporté en 2021. Puisque le thème initialement prévu cette année était Dessine-moi une info, nous avons décidé d'organiser à la place une discussion sur le métier de dessinateur d'actualité. Ce singulier métier qui consiste à traduire graphiquement l'actualité et à faire de ce thème imposé une synthèse parfois grinçante et décalée. Et lorsque la caricature s'en mêle, c'est elle qui fait surgir la véritable personnalité de nos contemporains, qu'elle soit glorieuse, ridicule ou pathétique. Le dessinateur d'actualité est le seul journaliste dont les lecteurs attendent une réelle subjectivité, alors qu'au contraire, il souhaite une objectivité ou une certaine neutralité de la part de ses confrères. Avant de commencer cet échange, je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez intervenir en posant vos questions à nos invités, que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir. Nous recevons donc Jean-Marie Mulon, qui est le directeur fondateur du Prestival Info du pays de Château-Gontier, en Mayenne, qui est, je le rappelle, le seul festival de journalisme de la région des Pays de Loire et qui a été journaliste pendant 15 ans. Et Olivier Reynaud, qui est dessinateur d'actualité et créateur de l'affiche 2020 du Prestival Info. Jean-Marie, j'imagine que ce nouveau confinement vous a causé beaucoup de soucis. Qu'avez-vous pu sauver de la 9e édition du Prestival? Alors bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bonsoir cher Olivier. Alors c'est vrai que comment ne pas être triste, même si c'est heureux de se retrouver ce soir pour ce temps officiel. Alors ce qui a été sauvé, alors évidemment c'est cette présentation grâce au soutien du Presse Club de France, je le rappelle, qui est partenaire de la première heure, hein, de la toute première édition il y a 9 ans maintenant. Et puis deux expositions importantes et majeures pour nous, puisqu'elles se tiennent en extérieur, à savoir 30 dessins en format assez grand, 1,10 m par 1,10 m, sur les grilles du centre hospitalier du Haut-Anjou par notre ami et lui aussi fidèle soutien, le dessinateur Chonu, qui est là depuis plusieurs années avec nous. Et puis le partenariat avec l'agence d'image de la Défense, le CPAD, qui nous permet de présenter Soldats de l'image dans le jardin des Senteurs, au pied des remparts de la ville millénaire de Château-Gontier-sur-Mayenne. Là aussi, ce sont des formats assez importants puisque c'est 1,20 m par 1,20 m. Et nous avons décidé exceptionnellement de prolonger ces deux expositions jusqu'aux vacances de Noël et même précisément jusqu'au 4 janvier prochain. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir reporter les conférences prévues cette année ou vous allez repartir sur une page blanche et un nouveau sujet? Alors, alors évidemment, le Prestival 2021 sera particulier puisqu'il marquera les 10 ans de cette folle idée que nous avons partagée dès le premier instant, chère Isabelle. Alors la thématique sera un peu double. Nous allons reporter un certain nombre de conférences prévues cette année dans le cadre de cette thématique Dessine-moi une info, comme on peut le lire sur la création d'Olivier qui est derrière moi. Donc ça sera plutôt pour la première partie de l'année 2021 et plus précisément à partir du 22 mars, puisque s'ouvrira alors la 32e semaine de la presse et des médias. Donc nous reviendrons, comme nous le faisons d'ailleurs chaque année, sur l'importance du dessin, qu'il soit dessin de presse, dessin d'actualité. Et puis en deuxième partie d'année, en novembre 2021, là nous fêterons officiellement les 10 ans du festival autour du thème quel journalisme pour demain. Et ça, c'était extrêmement important pour nous parce que à la fois nous aurons ces 10 années qui sont importantes pour nous, mais je rappelle que pendant 11 ans, nous avons été partenaires au niveau de la ville et du pays de Château-Gontier en Mayenne, partenaire du Festival international du journalisme d'Angers, le Scoop. Ce qui fait que, vous l'avez compris, nous fêterons également les 20 ans d'action autour de la liberté de la presse. Donc c'est important pour nous d'être très présents en 2021. Et à ce jour, sur les 7 grands débats qui étaient prévus, 5 devraient pouvoir être reportés. Est-ce que vous avez déjà trouvé le thème de l'année prochaine? Alors oui, vraiment, on a très envie, d'ailleurs grâce à l'implication des journalistes qui ont été très nombreux à manifester leur intérêt sur la trentaine d'invités que nous devions avoir cette année. Déjà 25 ont envoyé à la fois des messages de soutien.
et on signifiait leur présence l'an prochain. Et donc, nous travaillerons autour de la thématique quel journalisme pour demain, parce qu'on sait que c'est tout à fait d'actualité. Il y a une presse qui a muté, qui a changé. Nous tenterons de l'analyser et nous aurons pour cela un partenaire important qui s'appelle la Revue des médias, avec laquelle nous aurons un débat avec ces trois pas de côté si chers à Hervé Chabalier, qui nous permettront de regarder le métier au fond des yeux avec ses qualités, ses défauts, ses travers, mais aussi peut-être les défauts et les travers de celles et ceux qui consomment l'information. Aujourd'hui, tout n'est pas information. Il faut apprendre à se méfier, à décortiquer. D'où cette idée d'être un peu ce laboratoire de décryptage de l'info. Et pour aller au bout de cette logique, nous aurons le plaisir de travailler avec l'Institut national de l'audiovisuel autour d'une fresque qui va s'appeler La Mayenne au fond des yeux, avec le soutien du conseil départemental de la Mayenne, et c'est important de le souligner. Et à partir de 2021 et pendant 4 ans, eh bien, nous allons proposer aux internautes, puisque c'est un site dédié de l'INA, donc aux habitants du monde entier, mais plus précisément aux Ligériens et aux Mayennais, de retrouver 150 reportages sur leur département et donner sans doute aux Mayennais la fierté d'appartenir à ce très beau département qui a été un peu victime d'une forme de bashing cet été, on le sait tous. Olivier, Jean-Marie vient de nous parler de l'importance de la liberté d'expression et de son implication dans le cadre du festival pour la défendre. Quel est le rôle du dessinateur de presse dans tout ça? Il est très large. Il peut être un illustrateur, un metteur en image d'un événement, mais il peut être un commentateur, il peut être un focalisateur. Moi, c'est un peu le rôle que c'est pas que je m'octroie, je n'ai pas d'a priori par rapport à une information. Je ne sais pas comment je vais la traiter, mais très souvent, c'est pour que les gens considèrent ce point, cet événement d'une manière particulière. J'essaye de lui donner un poids. Et puis, le dessin d'actualité peut se limiter à une caricature au sens où l'on l'entend en France, c'est-à-dire une charge physique, enfin une analyse physique, une synthèse. Et puis tout ce qu'on n'a pas encore inventé, parce que le dessin, depuis qu'il existe, il a évolué. Alors, j'aimerais pour qu'on illustre votre propos, parce que dessiner l'actualité, on voit bien, et on l'a vu ces dernières semaines et ces dernières années, on touche un point sensible. Ça a posé beaucoup de problèmes ces derniers temps. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse regarder 5 de vos dessins et qu'à ce moment, vous puissiez nous dire ensuite ce que ça représentait comme difficulté de pouvoir traiter cette actualité, quels sont les problèmes que vous avez pu avoir au moment de leur publication éventuelle. Et ensuite, j'aimerais vous demander si on peut rire de tout. Mais je préférais qu'on voit d'abord vos dessins et que vous fassiez une explication de texte. Alors le premier dessin, c'est le dessin dont est parti Jean-Marie pour, j'allais dire, concevoir l'affiche. C'est lui qui l'a souhaité. En général, quand on me donne un thème, je le traite à la base et de toute pièce, j'allais dire. Je ne recycle pas mes idées. Mais là, c'était un peu différent. D'abord, j'ai repris certains détails, mais c'est vraiment des détails à propos de la silhouette des deux journalistes. Et on l'a adapté. Vous avez vu tout à l'heure l'affiche, du moins une partie de l'affiche d'ailleurs, Jean-Marie. On est arrivé à en extraire ce qui était intéressant d'un point de vue journalistique global, de sortir de l'événement, de cette prise d'otage, parce qu'à l'époque c'était une prise d'otage de plus de 500 jours. C'est une horreur, c'est-à-dire que à partir du moment où moi j'ai appris ça, je suis né dans la presse. Au quotidien, j'ai pensé à eux tous les jours. Personne ne savait ce qu'ils allaient devenir, eux-mêmes non plus d'ailleurs. Et imaginez ces gens au jour le jour, nuit et jour, etc. pendant des mois. Alors, je rappelle que c'était deux journalistes. Hein. Rappelons juste que c'était deux journalistes qui avaient été pris en otage. Voilà. Absolument. Et que connaît d'ailleurs Jean-Marie. Et donc, la difficulté, c'était de mettre en évidence la pression qui pouvait s'exercer sur eux sans qu'ils soient dominés. C'est pour ça que je les ai dessinés, j'espère que ça se voit, je les ai dessinés de telle manière à ce qu'il n'ait pas la tête baissée. Ils ont resté journalistes jusqu'au bout grâce
grâce à Dieu, ils ont été libérés, ou grâce à d'autres gens. Et l'un d'eux est toujours là pour raconter cette période difficile. Je dis l'un d'eux parce que l'autre, malheureusement, nous a quittés depuis. Mais la difficulté, c'était ça. La difficulté, d'ailleurs, de tous les dessins, c'est d'en faire une synthèse. C'est-à-dire que quand on voit un dessin, on doit le comprendre immédiatement. Moi, je ne fais pas de dessins avec des légendes, je ne fais pas de dessins avec des dialogues. Il y a d'autres qui l'ont fait avant moi, et très bien. Moi, je cherche une lecture instantanée qui doit provoquer, si tout va bien, et si je m'y suis pas trop mal pris, déclencher une émotion, voire une réaction viscérale, suivant le thème, et tous les thèmes ne sont pas dramatiques dans l'actualité, mais il doit provoquer une réaction. Si après consultation et retour de lecteurs, etc., je rends compte qu'il n'y a pas cette réaction, c'est que je me suis trompé. Mais je travaille beaucoup sur le fait que un dessin peut produire. Comment est-ce que vous le concevez, le dessin? Comme un commentaire des faits ou comme une analyse des faits? Ça dépend des informations. Et ça dépend de ce que j'en connais. Et ça dépend aussi, surtout, de ce qui est connu de cette information. On ne peut pas travailler sur un scoop. Nous, dessinateurs, on ne peut pas travailler sur un scoop. On ne peut pas arriver avec l'information, à moins que le dessin soit accompagné d'un commentaire, d'informations précises sur à propos des faits. Mais sinon, on est obligé de travailler sur des événements connus de tout le monde. Donc, ça peut être un commentaire, ça peut être... tout dépend de l'information. Il faut qu'il y ait une réelle actualité. Si il n'y a pas d'élément fort, s'il n'y a pas un noyau dur dans l'information, il faut changer de sujet. C'est pas difficile. On se doit de trouver une bonne idée sur un bon sujet. On se doit. Après, c'est la chasse, hein, c'est l'instinct du chasseur. Mais à partir d'une idée palichonne, d'un sujet palichon, et je pense souvent à la période de l'été, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile pour nous de trouver l'astuce, la trouvaille, la mise en scène, éventuellement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire une réalisation graphique qui peut reposer sur un jeu de mots. Il faut avoir de la ressource pour ces sujets palichons. Mais à nous de choisir les bons tout de même. Alors, on va regarder un second dessin. Alors, la partie. Oui, ça, c'est pas tellement un sujet qui a été difficile, mais c'est surtout un sujet qui a provoqué des réactions. Parce que certaines personnes n'ont pas compris. Il n'y a jamais eu de réaction violente. Mais il y a quelques mois, au Press Club même, il y avait un journaliste africain qui m'a demandé que je lui commande ce dessin. Je pense qu'il avait un peu peur que par ce dessin qui était une référence à un slogan publicitaire, un détournement d'un slogan publicitaire, je soutienne l'apartheid. Je l'ai rassuré, et puis les gens qui me connaissent savent que ce n'est pas le cas. Donc, là aussi, c'est une synthèse. Exceptionnellement, il y a du texte. Là, vraiment, chez moi, c'est exceptionnel. Mais la lecture est instantanée. Le tout est de savoir comment on va le réaliser. Là, la difficulté, elle a été après. Dans certains cas, c'est de la nuance, c'est ça, c'est l'explication de texte. Alors on peut passer au troisième, je pense. Alors ça, c'est un dessin qui a, je dirais, la qualité. Je suis pas en train de me jeter des fleurs, mais qui malheureusement a une durée de vie. C'est-à-dire que de plus en plus, les retours, le retour du nationalisme, du fascisme, du totalitarisme, etc., c'est un dessin que je peux vendre malheureusement plusieurs fois. C'est désolant, mais c'est comme ça. Alors, dessin suivant. Alors voilà, on est dans un sujet d'actualité, mais on n'est pas dans un sujet d'actualité chaud. C'est tout de même une constatation. C'est un dessin que j'ai fait pour un festival italien. Et le sous-titre, là, en italien, c'est « Venise est encore à sauver ». Et l'explication de texte, c'était
des fonds colossaux qui ont été attribués au sauvetage de Venise se sont curieusement évaporés. Sur 20 ans, c'est assez hallucinant. Donc, on peut parler de scandale financier, ça peut un dessin qui peut passer dans les pages culture, c'est ou fait divers, ou page finance et économie. C'est un thème qui est large et qui peut être traité selon différentes rubriques. Il a été primé à l'époque, quand j'ai participé à ce festival. Et donc, c'est un sujet large. On est dans l'actualité, mais on n'est plus du tout dans l'actualité politique. Très souvent, on parle de dessin de presse comme de dessin d'actualité politique. Mais le dessin de presse, c'est aussi d'autres choses. C'est du dessin de faits divers, c'est du dessin humoristique, c'est de la bande dessinée sous forme de strip, éventuellement de planche. Tous ces gens qui sont dessinateurs sont des dessinateurs de presse. Ça ne se résume pas au dessin d'actualité. Il faut bien se souvenir de ça. Voilà. Il nous reste un dernier dessin, je crois. En couleur. Ça, c'était pour la télé. Oui, celui-ci en couleur parce qu'il était fait, comme d'autres, pour le JT. C'est pour ça qu'il y a un grand vide. Si vous voyez bien, sous la grenade, il y a un grand vide. C'était parce que là apparaissait le présentateur du journal. Et c'était toute une série de dessins, je dirais, génériques. Ce dessin, c'est terrorisme et antiterrorisme. Ça peut être aussi comment l'antiterrorisme est-il quelque chose de provocateur? Parce que si on tire l'alarme, là, c'est un dessin générique. C'était dans cet esprit-là que les sujets devaient être traités. Et là, la difficulté est différente. C'est justement de faire un dessin global qui dure dans le temps et qui n'est plus un dessin sur un fait précis à une heure précise. Alors, Olivier, juste deux commentaires, un plus grave et l'autre plus léger. Merci d'avoir été effectivement à notre écoute lorsque nous avons parlé de ce dessin qui trouve son origine dans la prise d'otage. Ça a été rappelé par Isabelle de Stéphane Taponnier et d'Hervé Guéquer. Hervé a pour nous laissé un souvenir extrêmement important. Il a été le premier parrain de la toute première édition du festival, et c'était aussi une manière d'avoir une pensée pour lui qui nous a quittés. Et puis l'autre commentaire un peu plus léger, c'est que j'ai bien noté que au moment où vous parliez de détournement de fonds, les chiens aboient. Et ça, ça ne s'invente pas dans un débat sur l'actualité. Plus sérieusement, quand on croque l'actualité aujourd'hui, cher Olivier, n'est-il pas devenu quasi impossible de faire passer ses idées sans offenser? Ça dépend de ses idées. Ça dépend des idées qu'on veut faire passer. C'est lié, vous savez, on dit on peut rire de tout, ça n'est pas avec n'importe qui. Je pense qu'il faut ajouter n'importe qui ne peut pas faire rire de tout avec n'importe qui. Et on ne peut pas dissocier le propos de l'émetteur et du récepteur. Le récepteur, on en parle. Quand on dit pas avec n'importe qui, c'est le récepteur. C'est vrai qu'il y a des gens avec qui il y a une connivence. On peut faire une plaisanterie qui peut paraître déplacée à certains, mais certains, ils comprendront, ils verront un deuxième degré, voire un troisième, mais n'importe qui ne peut pas le dire. Je me souviens du stade du Heysel, lorsqu'il y a eu 33 morts, parce que les tribunes se sont effondrées. Moi, j'étais en Allemagne à ce moment-là, je parle pas un mot d'allemand. Donc, j'ai vu les images à la télévision, mais je comprenais pas de quoi il s'agissait. Il y a eu 33 morts, et quelques jours après, peu de temps après, Coluche est venu au journal télévisé, et le présentateur parlait de ces 33 morts, et Coluche allait 33 cons de moins. C'est passé sans problème, parce que c'était Coluche. Donc, en plus ça, avec un gros chèque pour, c'est même la bonne Emmaüs, où c'était pas encore, il n'y avait pas encore de restaurant, je pense. Mais parce que c'était Coluche. Donc, on ne peut pas dissocier, on comprend le sens du propos en fonction de son émetteur. Et puis, parmi les récepteurs, il y a ceux qui ne voudront pas comprendre, qui vont rester obtus volontairement, etc. Le trumpisme, c'est ça.
C'est ceux qui ne veulent pas comprendre, mais le trumpisme est peut-être en voie d'extinction avec un peu de chance. Quand vous voulez. Donc, et selon vous, pardon, vous m'entendiez pas, je crois. D'accord, nous avions perdu Isabelle. Voilà, oui. Voilà, alors pardon. Donc, je disais, on a une question d'une internaute qui nous dit, après tous les événements que nous avons connus, n'est-ce pas aujourd'hui les médias eux-mêmes qui réduisent la liberté ou même censurent, un mot très fort, des dessinateurs de presse de peur d'offenser un groupe de personnes et que cela se retourne contre eux? Ah oui, c'est tout à fait clair. Cette dame a tout à fait raison. La preuve, c'est que les dessins sont censurés, même aux États-Unis. On pensait que tout était possible. Il y a une presse underground, il y a toutes les nuances aux États-Unis. Et en plus de ça, on supprime les dessins après en avoir publié en se disant on ne veut plus de problème, on passe plus de dessins. C'est un choix. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le quotidien de Paris, j'ai eu affaire à un rédacteur en chef qui m'a dit je comprends pas les dessins, je vois pas l'intérêt. Donc, pour moi, un directeur de rédaction, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Le tout est de savoir s'il a compris qu'un regard décalé et subjectif et graphique, je dis graphique parce qu'un dessin, ça doit se concevoir, apporte quelque chose à sa rédaction, provoque des réactions. S'il a peur de la réaction, je crois sincèrement qu'il faut changer de métier. Mais parce que si on dissocie bien l'effet du commentaire, si on dissocie bien, ce qui est tout de même une condition essentielle, si on dissocie bien les choses, je pense que tout se passe bien, sauf les gens qui cherchent des prétextes pour créer des conflits. Ceux-là ne seront jamais contents. Donc, ne pas censurer des dessins comme censurer un papier, ou des mots dans un papier, des mots, des virgules, la ponctuation est quand même très importante. C'est renier même le rôle de la presse, qu'elle soit écrite, des télé ou audio, etc. Donc, je dis oui, c'est une forme de censure, mais les responsables de presse font ce qu'ils veulent. Dieu merci. Et lorsque nous préparions d'autres questions, je crois. Oui, tout à fait. Merci Isabelle. Lorsque nous préparions cette rencontre que nous aurions aimé, comme l'a dit Isabelle en début de soirée, pouvoir vivre en direct, vous êtes attaché à ce qui différencie le dessinateur d'actualité que vous représentez ce soir aux autres des journalistes. Et vous vous êtes posé d'ailleurs cette question à laquelle je vais vous laisser répondre. Mais qu'est-ce qu'un journaliste aujourd'hui en 2020 pour vous? Quel est son rôle? Je pense que le rôle n'a pas changé, les moyens ont changé, ont évolué. L'aspect technique, l'organisation, la mise en page, etc. Mais c'est sûrement la même chose à l'antenne. L'information doit être plus séduisante, mais on doit toujours traiter les mêmes choses, c'est-à-dire des faits, des analyses, qui sont des portes ouvertes, les analyses, qui sont des choses comparatives et éventuellement des commentaires. Pour moi, c'est trois manières de traiter l'actualité. Alors là, les faits, il faut aller les chercher. C'est ce que font les rédactions, c'est ce que fait l'AFP. Grâce à Isabelle, nous sommes plusieurs à avoir pu visiter l'AFP et le journaliste que nous avons rencontré nous précisait que à partir de janvier dernier, il y avait 165 journalistes dans le monde qui étaient là pour vérifier les sources, c'est-à-dire qu'on n'a même plus la fiabilité des sources. Donc, ça ne leur apporte rien, ça coûte des sous. Ça leur apporte une chose, c'est de la crédibilité. Plus précisément, si je peux me permettre, c'est pour traquer les fake news. Ils ont créé un mais les fake news, complet pour traquer les fake news. Oui, je suis d'accord, mais les fake news, alors maintenant on appelle ça fake news parce que quand c'est dur et que c'est lourd, mais des informations pas tout à fait vraies, etc., ça a toujours existé. La manipulation
de journaliste net, ça a toujours existé. Donc maintenant, on est arrivé à un tel stade qu'on fait appel à des journalistes crédibles qui vérifient les sources. Mais la fake news ne portait pas encore ce nom-là. Pourtant, il y avait des choses qui étaient déjà très floues, et ça à toutes les époques. Nous, finalement, je reviens à ce point, on est obligé de traiter d'une information qui est déjà connue ou qui est déjà remise en cause. Je reviens à Trump, par exemple. Mais ça, tout le monde le sait, tout le monde le suit, qu'on soit pour Trump ou pas, tout le monde connaît ces sujets. Donc, ça aide, si le dessin n'est pas trop mal conçu, ça aide à comprendre. Est-ce que vous trouvez, Olivier, que l'immédiateté dont il est souvent question dans nos débats, ce traitement dans une grande urgence avec l'influence, on le sait, positive, puisque ce soir nous sommes retransmis sur Facebook Live, les réseaux sociaux ont cette magie et cette importance, cette force également, mais est-ce que l'immédiateté qui est tellement présente dans le travail aujourd'hui des journalistes a également eu une influence sur le travail des dessinateurs? Est-ce qu'on doit dessiner de plus en plus vite et peut-être parfois moins bien qu'hier? Alors, pas qu'hier, on peut dessiner moins bien parce qu'on travaille trop vite. Il y a d'autres domaines où, par exemple, lorsque nous travaillons, pour certains d'entre nous, dans l'animation d'événements, des lancements de produits, des événements, etc., on travaille en direct. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de tracer se voit sur l'écran. Alors là, on est dans l'ultra chaud. Et si on fait un mauvais trait, ça se voit. Moi, il m'était arrivé, j'en parlais avec un de mes confrères, c'est épuisant à faire, et j'en parlais avec un de mes confrères, et on est obligé de travailler trop vite. Et donc, le soir, quand je rentre chez moi, je finis mes dessins. Je reprends des détails purement gratuitement, parce que ça n'ira pas plus loin. Et il me disait, je fais la même chose. On n'est pas satisfait de ne pas avoir pu aller au bout. On n'en est pas là, tout de même, sur l'actualité. Il y a des dessinateurs qui ont réussi à mettre au point un style propre, bien fait, très linéaire, qui leur permettent d'exécuter très vite. Mais cela dit, ça demande tout de même un minimum de documentation. Je pense à Jacques Faisan, à qui il est arrivé de dessiner 6 ou 7 ministres dans un seul dessin. Ça demande une recherche documentaire, ça demande un entraînement pour apprendre à les dessiner, apprendre à les dessiner en situation, etc. Donc, on arrive et on n'a que 24 heures. Quand je dis 24 heures pour le faire, loin de là, parce que le journal sort toutes les 24 heures. Mais on a quelques heures, je dirais 4 ou 6 heures. Donc, je l'ai fait, cet exercice que j'ai fait, qui est périlleux et qui est, pour moi, pas satisfaisant. Parce que parfois, il m'est arrivé, et trop souvent pour moi, de revoir un dessin et de me dire, là, j'aurais pu faire ceci, là, j'aurais pu faire cela. Donc, chacun doit arriver à travailler en fonction de ses capacités pour être le meilleur dans le délai imparti. Jacques Faisan reconnaissait un immense talent, il disait, c'est le meilleur d'entre nous, à Cabu. Parce que Cabu avait ce dessin qui ressemblait un peu à un croquis, qui était fait à chaud, dans le domaine satirique, exclusivement satirique. Mais quand il a fait bien d'autres choses, des doubles pages dans Harakiri ou des dessins dans Pilote, là, il n'allait pas aussi vite et ça demandait une longue préparation, comme à tout le monde quand on fait une fresque, quasiment une fresque. Et quels sont les principes et les... Pardon. Allez-y, Isabelle, allez-y. Olivier, vous venez de citer Jacques Faisan. On se rappelle de ses dessins que tout le monde attendait à la une du Figaro. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, le dessin d'actualité, le dessin de presse, soit un peu le parent pauvre maintenant de la presse? Alors, ça dépend de 2 personnes. Ça dépend, encore une fois, du directeur de la publication, qui doit instaurer un principe de base. Le principe de base pour Jacques Faisan, on l'avait embauché et qui était libre de faire les dessins et qu'on ne l'a jamais censuré, il a toujours revendiqué ça. La deuxième chose, ça dépend du talent des dessinateurs. Et il faut trouver un style, il faut émerger. Dans nos métiers, mais comme dans tous les métiers de création, il y a des leaders, des créateurs et des suiveurs. Est-ce on est dans une phase creuse? J'en sais rien. Il faut dire qu'il y a beaucoup moins de dessins qu'avant.
et beaucoup moins de titres. J'en parlais un jour avec Tim, qui était le dessinateur de l'Express, et il me disait, mais nous, à la Libération, on avait quasiment un journal chacun. Donc, c'était évidemment beaucoup plus facile, qu'il s'agisse d'ailleurs de dessins d'humour ou de dessins avec beaucoup moins d'actualité et beaucoup plus de dessins d'humour. Le dessin d'humour, malheureusement, la presse a disparu. Je suis en train de m'attacher à ce que ça réapparaisse, parce que la presse est aussi distraire. Avant, nous avions des romans photos, des strips, du dessin, beaucoup plus de dessin, etc. Et la presse, c'est ça aussi. Si la presse n'annonce que des nouvelles qui sont pour la plupart sinistres, je comprends qu'elle perde des lecteurs. C'est pas l'unique raison, mais je comprends qu'elle perde des lecteurs. Donc, ça dépend des gens qui vont publier les journaux et ça dépend de la qualité des auteurs. C'est pas un métier facile. Et est-ce que aujourd'hui, là, on a parlé à l'instant de la puissance des réseaux sociaux. Est-ce que quand on est dessinateur d'actualité ou dessinateur de presse, vous pourrez nous donner votre point de vue sur la différence d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce qu'on a un peu plus peur de la répercussion? Autrefois, quand un dessin aussi satirique, aussi humoristique, aussi sensible, aussi drôle soit-il, paraissait dans un titre, il fallait faire l'effort d'aller acheter le titre en kiosque. Et puis sa vie s'arrêtait dans ce magazine posé sur un coin de la table. Aujourd'hui, dans l'instant, voire parfois avant même la publication papier, il est déjà sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça engendre une peur supplémentaire chez le dessinateur? Oui, vous avez raison. La presse était diffusée différemment. Il y avait beaucoup plus de points de vente. Mais ça aurait pu être un dessin dans une presse aurait pu être repris ou commenté ou critiqué dans une presse dont les idées étaient opposées. On aurait pu très bien voir un dessin de minute critiqué par l'humanité. C'était pas une chose impossible. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, les réseaux donnent la parole à tout le monde. Ce qui est bien sur le plan de la démocratie, mais encore faut-il que les gens qui émettent des idées aient les moyens et la culture nécessaire pour pouvoir émettre ces idées en toute connaissance de cause. Les gens, finalement, aujourd'hui, émettent des idées, quelles qu'elles soient. Ça crée une espèce de, j'allais dire, de capharnaüm, où toutes les idées se croisent, sans être étayées, etc. Pour nous, dessinateurs, c'est finalement pas très grave, parce que nous sommes dans le subjectif. Donc, c'est pas très grave à ce niveau. C'est que les dessins qui sont publiés, souvent ne sont même pas payés. Donc, on se retrouve dans deux mondes. Je veux dire, un monde professionnel qui représente un métier, où les gens sont payés pour exercer ce métier, mais tout comme les photographes, ou les rédacteurs, ou les reporters d'images, etc. Et puis un autre monde où tout le monde se permet, et dans le principe, c'est pas si mal, mais se permet de faire n'importe quoi, en toute incompétence. Pas tous, mais certains. Donc, et ces deux métiers, ces deux mondes, de toute façon, sont condamnés à vivre très souvent en parallèle. Les choses sont ce qu'elles sont. Il y a des modifications, il y a des technologies, finalement, c'est la technologie qui crée cet autre monde, comme la capacité à reproduire des dessins. Là, je fais un grand pas en arrière, mais le dessin de presse n'existe que depuis le jour où on a réussi à les reproduire. Parce qu'avant, on ne savait pas reproduire assez fidèlement un dessin dans la presse. Donc, le dessin de presse, il est né là. C'est un progrès, c'est un progrès technique. Mais comme les livres et les journaux sont un progrès technique grâce à l'imprimerie. Donc là, est-ce qu'on est dans un progrès? J'en sais rien. Mais ces réseaux n'existent que parce qu'Internet existe. Je pense que les choses vont se stabiliser, qu'il faut que les professionnels soient crédibles, qu'on explique ce qu'est le métier de journaliste, qui sont tous ces journalistes, que l'objectivité, de quoi est fait l'objectivité, et expliquer aux gens que ça n'existe pas malgré la bonne volonté de certains journalistes, malgré le mot objectif qui pourrait laisser penser que les photographes, par exemple, sont objectifs parce qu'ils utilisent des objectifs,
Mais un grand angle ne va pas montrer la même image que quelqu'un qui travaille avec un télé, etc. Donc même là, on a des différences, malgré nous ou volontairement. Le journaliste, je pense à Isabelle va recevoir très prochainement un journaliste qui a écrit un bouquin qui s'appelle « C'est con le journaliste ». Mais c'est ce que se disent les gens. Mais qu'est-ce qu'un journaliste? Un journaliste est un type qui réunit des informations, mais qui a un chef de service, qui lui-même a un rédacteur en chef, qui lui-même a un directeur de la publication. Donc, avant même que l'information ressorte de la rédaction, elle a été filtrée, refiltrée, etc., etc. Donc, c'est qu'on journaliste, il y en a de nombreux modèles qui permettent d'informer. Il y en a de nombreux modèles à différents niveaux. Il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne. Quand on leur a expliqué et que ça sera clair dans leur esprit, je pense que leur point de vue sera différent. On a une nouvelle question d'une internaute, si vous voulez bien, qui vous dit justement la liberté de parole sur les réseaux sociaux n'est-elle pas proportionnelle à la réduction de la liberté des dessinateurs de presse? Ça me paraît très physique comme analyse. Proportionnel, non, non, je pense que ça n'a pas de lien. Je pense que ça n'a pas de lien. Peut-être que les rédacteurs en chef veulent aller vers, enfin, rédacteur en chef, directeur de la rédaction, veulent aller vers l'erreur zéro, mais comme un chef d'entreprise veut éliminer les possibilités d'échec. Donc, ils s'entourent des marques, pour certains, etc., qui vont lui dire, il ne faut pas faire ceci parce que là, il y a un risque. On ne peut pas dire ceci parce que là, il y a un risque, etc. Et il y a des risques partout. Ce qu'il faut, c'est que professionnellement, l'information soit, qu'on raconte une histoire aux gens qui est construite. Ensuite, ils en font ce qu'ils veulent. Moi, je ne souhaite pas qu'on me dise, parce que je suis un lecteur comme un autre, je suis un consommateur d'informations comme un autre, je ne souhaite pas ce qu'on me dise, ce que je dois penser. Ce que qu'on me donne, c'est les informations pour que je puisse me faire une opinion. Mais je suis pas convaincu que tout le monde soit dans le même état d'esprit, dans la mesure où il y a des gens qui lisent la presse qui correspond à leur point de vue. Chacun ses problèmes. Alors, je reviens sur les principes et les règles de conception que vous vous appliquez lors de nos différentes discussions et en vue de la préparation d'un débat en direct, d'une causerie d'ailleurs, parce que vous avez bien aimé ce mot-là, et vous l'avez même appelé la causerie des lilas. Je reviens à ces principes, et pour nos amis internautes, je rappelle que vous deviez exposer 30 à 35 dessins de votre main, et que lorsque je vous ai dit que ce serait dans la salle des pas perdus, vous avez souligné que ce serait la salle des pas perdus pour tout le monde. Donc je vais au bout, et je reviens sur les principes et les règles de conception que vous appliquez quand vous dessinez. Vous l'avez un peu évoqué au début de ce débat, mais est-ce qu'on peut s'y attarder quelques instants? Alors, à propos des mauvais calembours, j'en profite parce que je fais toujours des dessins sur légende. Si vous voulez, j'en ai d'autres aussi. On peut imaginer. Non, on peut y revenir. Non, pour moi, quand je conçois, j'ai des espèces de calibres. Je me suis même écrit une page entière, un peu plus d'une page, sur ce que, pour moi, ce que va être un dessin de presse. Peut-être un peu plus d'actualité, mais pas seulement. Et régulièrement, je relis cette page, je l'enrichis, je supprime des nuances, etc. Pour être en harmonie avec moi-même. Si je fais un dessin, et si je fais pas ça à chaque fois, mais si je me réfère à cette page descriptive, et si je vois qu'il y a un élément qui ne va pas, je me dis, ou ma page n'est pas bien conçue, ou mon dessin n'est pas bien conçu. D'une manière générale, je souhaite que mon dessin soit élégant, si possible. Qu'est-ce que l'élégance? Enfin, c'est un autre sujet. Ça fasse preuve d'esprit, c'est-à-dire d'une espèce de jonglerie intellectuelle, et qu'il résiste au temps. Qu'il résiste au temps, c'est qu'il ne vieillisse pas trop, et qu'il puisse être réutilisé. Je ne sais pas seulement dans un but lucratif, mais tout de même. Éventuellement, faire un dessin dont on parle et dont on reparlera. Quand je dis on, c'est les journalistes d'une part, qui est un premier niveau. Tous les journalistes voient tous les dessins.
parce que enfin, les bons professionnels, ils ont la culture de leur métier. Et ensuite, au-delà de ce premier niveau, qui sont les journalistes de toute la réaction, il y a le grand public. J'essaye de faire un dessin qui touche les gens, d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Je me suis retrouvé avec un dessin sur lequel on avait dessiné une croix gammée. C'est que vraiment, l'auteur n'avait pas compris. C'était en Italie dans un festival. Donc voilà, il doit être vu et provoquer une émotion aussi bien chez les journalistes que le grand public. C'est-à-dire vers des gens qui connaissent mon métier et qui exercent le même de manière différente. Et le grand public qui, lui, est un consommateur aussi bien de cuisine que d'information, qui est quelqu'un qui a une vie quotidienne comparable à la majeure partie des gens. Il faut organiser. J'avais une attachée de presse qui m'avait posé la question, et souvent les questions permettent finalement de faire évoluer mon travail, et qui me demandait ce qu'était un dessin d'actualité. Et je dis, c'est une charge qui va dans le même sens que l'actualité. C'est-à-dire que si l'actualité est dramatique, le dessin doit être dramatique. Je ne suis pas pour, personnellement, mais ça ne regarde que moi, faire du dessin satirique. Il ne peut être satirique que quand le sujet le permet. Je pense qu'il faut respecter les gens, si les gens respectables. Par exemple, DSK, on pouvait faire tous les dessins du monde. Mais c'était un peu facile. Deux, j'ai un profond respect pour Anne Sinclair, donc je n'avais pas chargé, etc. Mais il y a des sujets, c'est du Fesneau. C'est du Fesneau à une grande échelle, mais c'est du Fesneau. On peut donc, je vous disais, suivant l'axe, si c'est dramatique, c'est pas forcément une information dramatique. Ça peut être une information, un record sportif, ça peut être une découverte scientifique. J'ai fait un dessin sur le premier bébé éprouvette. Il faut trouver une astuce, il faut que ça soit plutôt gai, dans ce cas précis. Ça peut être futile, ça peut être grave, ça peut être, comme on en parlait tout à l'heure, vous avez utilisé ces mots, glorieux, pitoyable, dramatique, ridicule. Je vais dans le même sens que l'actualité. Utiliser des recettes, c'est-à-dire de faire de l'humour noir pour faire de l'humour noir systématiquement, ou faire du satirique, c'est pas mon truc. Je garde tout de même, bien qu'on soit dans le subjectif, un point de vue journalistique. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question. Si, tout à fait. Puisqu'on évoque le dessin de presse et d'actualité, je rappelle que vous étiez nombreux cette année à devoir nous rejoindre autour de cette thématique que l'on voit dans votre création d'affiches derrière moi, Décide-moi une info, notamment Jean Plantu et l'association Cartooning for Peace avec l'exposition Tous Migrants que nous accueillerons finalement au mois de juin et jusqu'au début du mois de juillet prochain. Emmanuel Chonu, plus connu sous le nom de dessinateur de Chonu, qui expose, je l'ai dit, en début de soirée sur les grilles du centre hospitalier du Haut-Anjou, 30 dessins tous en lien avec la gestion de la crise du coronavirus par nos gouvernants et l'impact sur la société. Avec cet aspect sociétal, je prends juste un exemple, mais on peut imaginer que le protagoniste dessiné par Chonu appartient à la ruralité, il a une nappe Vichy et il entend parler de l'application Covid autour de lui par les médias. Il soulève son téléphone filaire et il cherche où on peut brancher l'application. Donc voilà, c'est très de temps à autre, c'est aussi un regard sur notre société. Donc il y avait les dessins de Chonu qu'on devait aussi d'ailleurs présenter dans les locaux du Press Club. Donc, et puis évidemment votre exposition, Olivier. Alors on essaiera de faire en sorte que tout ça soit reporté. C'était une information que je voulais donner aux personnes qui nous suivent et qui nous écrivent en ce moment même. Tout à l'heure, et pour rester sur la thématique des réseaux sociaux, on parlait de la responsabilité de chacun et notamment la responsabilité en
en termes de publication, ne pensez-vous pas, je crois connaître votre réponse, que les puissants de ce monde qui détiennent les principaux grands sites ne devraient-ils pas avoir les mêmes contraintes qu'un patron de presse qui, lorsque un dessinateur, un journaliste est condamné, a lui-même sa part en tant que support de presse. Il y a peut-être une notion de permission qui est un peu trop forte sur le net, puisque ça peut de temps à autre être la poubelle de notre société. Et vous voulez que je réponde à cette question? Ceux dont vous parlez sont des politiques. Ils utilisent les moyens qui sont à leur portée et à la portée de leur intelligence pour essayer de nous faire croire certaines choses. Leur espoir est à la hauteur de notre crédulité. À nous de vérifier si ce qu'ils disent est vrai. C'est le travail, de ne pas s'arrêter à ce qui nous convient. D'où, et lorsqu'on sort, alors là c'est hallucinant, c'est lorsqu'on sort des statistiques, on ne sait jamais auprès de qui ces enquêtes ont été réalisées, combien de gens ont été sondés, qui les a réalisés, et si ce sont des sondages préélectoraux, on a une vague idée maintenant de ce à quoi on peut arriver. Donc, moi je reste dans un monde où il y a des journalistes professionnels d'une part, avec leur point de vue, mais qui savent formuler l'information, et puis à côté, un truc un mondial, planétaire, qui est un immense café du commerce, où tout le monde peut dire n'importe quoi. Et je ne vois pas ce qu'on peut y changer. La technologie a amené ce grand café du commerce, où certains font des petits dessins sur un coin de table, etc. Et c'est cet endroit où les idées se croisent, alors parfois vraiment se croisent, enfin sont en parallèle, elles vont dans un sens, elles vont dans l'autre, les gens ne communiquent pas, manifestement ils s'injurient, il y a des gens qui prétendent des choses dont ils ne savent rien. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Je pense qu'il faut... Peut-être la fin de l'anonymat. Oui. Alors l'anonymat, on peut rien laisser. Je pense que si l'anonymat pouvait être n'était plus appliqué, beaucoup de choses changeraient. Mais ce n'est pas possible. Mais il y a des domaines beaucoup plus, j'allais dire, basiques. Encore une fois, où l'emploi de la technique a changé les choses, c'est dans le cyclisme depuis qu'il y a des oreillettes. Avant, les coureurs pouvaient surprendre parce qu'il y avait un retard de l'information, même avec la couverture télé, etc., il y a un retard de l'information. Maintenant, les directeurs sportifs sont en relation directe avec les coureurs, donc il n'y a plus de possibilité d'improvisation. Tout s'écrit, tout se calcule, les moyennes, etc., etc. Donc, ce sont des évolutions contre lesquelles on ne peut pas aller. Je crois que ce qu'on peut sauver, c'est le professionnalisme. Aux gens, ensuite, de vérifier si on leur dit ça pour leur faire plaisir, c'est-à-dire pour avoir des auditeurs ou des lecteurs, ou si c'est une rédaction où les idées opposées, contradictoires, sont en parallèle. Un quotidien, parce que ça va vite, un quotidien, ça peut être ça aussi. Il faut que les journalistes parlent de leur métier. Il faut les aider à faire découvrir ce métier, qui est multiple, avec de multiples facettes, pour que les gens comprennent. Tant que les gens n'auront pas compris ça, ils vont se mettre à croire le premier venu, même si le premier venu, c'est Trump. S'ils n'ont pas d'informations qui leur prouvent le contraire, il y a encore, qui leur prouvent, il est possible qu'ils aient toujours des doutes, mais au moins on puisse formuler. Et là, j'ai vu qu'on avait censuré plusieurs rédactions ont censuré Trump. Ça ne me semble pas une excellente idée, dans la mesure où il dit déjà que l'information est manipulée, là, elle l'est. Donc, même si cette réaction viscérale a été de dire on ne peut pas laisser ce type raconter n'importe quoi, laissons-le raconter n'importe quoi. Les gens se font une idée par eux-mêmes. Alors, au milieu de ça, il y a ce regard décalé qui est celui des dessinateurs de presse. C'est là où ils ont une place, c'est de faire ressortir l'énormité de la chose. Mais avec Trump, on ne peut pas faire autant. Il dépasse toute espérance.
Et, on ne peut plus faire de caricature de Trump. Il est son auto-caricature. Et alors, vous soulignez l'importance de faire découvrir ce métier, que le prisme est large, hein, depuis le dessinateur à la personne qui va effectivement être rédactrice ou rédacteur. Je rappelle que ça aussi, c'est une des missions importantes du festival. Nous avons 25 partenariats avec des établissements de la région des Pays de la Loire, et je salue évidemment le quotidien Ouest France qui nous accompagne dans cette démarche. Nous avons pu sauver d'ailleurs ceci aussi dans le début de ce mois de novembre avec le festival 2020. Nous sommes allés avec Rosemarie Bertolome, qui est directrice départementale de Ouest France en Mayenne, dans une école primaire, parce que nous allons depuis les écoles primaires jusqu'aux universités. Et si parfois on a pu, et le festival a sans doute sa part de responsabilité, manquer une génération, on essaie par le biais des enfants d'aller convaincre les parents de l'importance d'un journalisme professionnel, d'un titre payant, le tout gratuit. Nous n'y avons jamais cru, parce que c'est sans doute la mort de la presse à très court terme. Donc voilà, nous avons vraiment ces actions de pédagogie, et nous sommes soutenus en cela aussi par France Télévisions, et nous l'avons renforcé encore l'an dernier. Malheureusement, cette année, le programme prévu autour de la décortication des fake news dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on sait que tous les grands titres ont maintenant leur journaliste dédié à cette chasse aux fausses informations, qui, comme vous l'avez dit d'ailleurs, n'est pas d'hier. On l'avait démontré dans une très belle exposition avec News et la Bibliothèque nationale de France il y a quelques années. Donc voilà, c'est vrai que ce laboratoire de décryptage de l'info, nous y sommes très attachés à Château-Gontier, et c'est la raison pour laquelle les dessinateurs y sont les bienvenus, puisqu'ils nous permettent d'accentuer ces trois pas de côté qui sont si importants au métier. Et je vous ai tous perdus là. Non, Olivier, est-ce que vous êtes déjà censuré sur un thème, et est-ce qu'il y a un thème que vous auriez aimé aborder mais vous n'avez pas su comment le faire? Alors, ouais, deux questions. Censuré, non. Je dis non parce que si j'avais dû me censurer, c'est que j'aurais une idée qui ne correspondait pas à la réalité. J'ai fait un dessin que je ne montrerai à personne, il est fini, à propos des prêtres pédophiles. La seule chose, c'est que je ne suis pas parvenu à représenter un prêtre de telle manière à ce qu'on se dise il s'agit d'un prêtre pédophile. Donc, je ne veux pas qu'il y ait de confusion avec des prêtres qui sont d'excellents et dévoués accompagnateurs du quotidien de beaucoup de gens, et ça, quelle que soit la religion. Tant que je n'aurais pas trouvé ça, c'est que mon dessin n'est pas bon. Donc, c'est pas de la censure, c'est je n'ai pas atteint le stade où j'ai supprimé toute ambiguïté. Donc, ça, c'est à propos de la première partie de votre question. C'est pas de la censure, c'est que mon travail ne me satisfait pas. Et la deuxième partie de la question, je l'ai oubliée entre temps. J'ai plus de son. C'est la censure. Est-ce qu'il y a un sujet que vous avez... Voilà, la censure. Est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé aborder, mais vous n'avez pas su par quel biais le prendre et comment... Absolument. Il y en a qui vous a laissé une frustration, en fait. Oui, enfin, à moi de trouver d'autres solutions ou de changer de sujet. J'ai souvent changé de sujet parce que je n'arrivais pas à en faire le tour. Je n'arrivais pas à me le résumer pour moi-même. Quand ce métier nécessite, selon moi, enfin de la manière dont moi je l'entrevois, deux choses. La faculté d'abstraction et la capacité d'adaptation. C'est-à-dire la faculté d'adaptation, parce que l'actualité, on n'y peut rien. Elle est ce qu'elle est. Et la faculté d'abstraction, c'est-à-dire il faut arriver à retraiter cette information, à la résumer, à la condenser, mais la condenser de telle manière à ce qu'elle soit même plus compréhensible qu'un article qui fait 3000 signes. Donc,
ce métier, il est fait de ça. Donc, évidemment, dans certains cas, mes souhaits n'arrivent pas à rejoindre mes objectifs. Mais je n'arrive pas à faire le tour du sujet moi-même. Donc, je vais faire un dessin qui va ressembler à un rébus, donc il va falloir chercher les éléments pour essayer de scénariser. Le lecteur va devoir scénariser l'histoire que je raconte. C'est pas possible. Oui, il y a des dessins que je n'ai pas faits, mais ça ne relève pas de la censure. C'est pas, ça non, je pense, c'est une question que je ne me suis pas posée, elle est intéressante, mais non, je ne pense pas d'être censuré. Est-ce que vous avez un dessin coup de cœur, un dessin qui vous a marqué profondément? Est-ce que c'est le premier que vous publiez à l'âge de 7 ans dans Pilote? Est-ce que c'est un autre? Non, il n'était pas beau. C'est celui qui n'était pas beau. Non, le premier dessin que j'ai publié professionnellement, j'entends, c'était dans Quotidien de Paris, où j'ai rencontré des types extraordinaires comme comment s'appelait-il, Chapier, et j'ai un truc, j'ai oublié son prénom. Enfin, j'ai rencontré des gens très intéressants, et je travaillais pour un prix d'Éridoire. Et ils m'ont publié mon premier dessin qui, sur le papier, devait faire au moins 30 cm, et il a été réduit à 5 cm. Et il n'était même pas dans la page, il était décalé du bloc, il était quasiment dans la pliure. Donc ça, j'en garde un souvenir parce que je me suis dit, pas possible, c'est le dessin le plus petit du monde. Donc le lendemain, j'aurais fait un dessin qui n'était pas haut, mais qui ne pouvait être publié que sur 5 colles ou pas du tout. Parce que c'était une espèce de bande, c'était un dessin unique sur une bande, et ils m'ont publié. Donc là, j'avais battu un record dans la largeur, pas vraiment dans la hauteur, mais dans la largeur. Comment dire, les dessins... Non, je me repose toujours la question de savoir si mon dessin est bien fait, même des années plus tard. S'il est améliorable tel qu'il a été conçu, il faut qu'il soit en rapport avec la conception. Si je n'ai pas fait il m'arrive de voir des dessins, j'ai un trait en trop, et des années plus tard, je le vois. Mais je suis peut-être le seul à le voir. Aviez-vous déjà réalisé une... Bien sûr. Justement, Olivier, vous parliez du trait, et je sais que vous mettez un point d'honneur à ce que votre trait soit extrêmement précis, extrêmement choisi. Est-ce que c'est la caractéristique d'un bon dessin d'actualité ou quelque chose d'un petit peu plus brouillon passera quand même l'information correctement? Je dirais c'est la capacité à mettre en scène un dessin. Le trait, c'est autre chose. Quand on regarde le trait d'un dessinateur, je trouve qu'on y voit l'intelligence et l'habileté. Uderzo était un fabuleux dessinateur. Quand on imagine que tout ce qu'il faisait, y compris des avions de chasse dans Michel Tanguy, la série que c'était fait au pinceau, etc., c'est un fabuleux dessinateur. Instinctivement, il savait là où il fallait alourdir le pinceau et là où il fallait l'alléger, etc. Ça, c'est le plaisir du dessin. Le plaisir éventuellement du lecteur, mais tous les lecteurs ne le voient pas, mais au moins la satisfaction pour le dessinateur d'avoir donné le meilleur de la précision, de la mise en place, etc. Je pense que si on c'est pas cultiver le perfectionnisme pour le perfectionner, c'est pas devenir une espèce de stacanoviste du trait, mais si on maîtrise certaines choses, on peut en changer la mise en scène. Et Jacques Faisant, qui avait un dessin très simple, le dessin de Jacques s'apparentait beaucoup à Tintin, c'était un dessin linéaire, mais il me disait toujours, d'abord, je finis d'écrire mes légendes avant de faire le dessin, ce qui fait que son texte était en rapport, lui donnait les principes de la mise en scène et de l'attitude des personnages. Alors, moi, j'ai pas de texte, ça ne s'applique pas pour moi, mais la composition, la mise en valeur, dans le sens de la lecture, etc., tout ça, ça doit tout de même se réfléchir pour faciliter et valoriser l'idée. On peut aussi dessiner
on peut avoir d'excellentes idées. Un des fils de Jacques, Michel, qui signait Chimulus, a fait des dessins. Un jour, il a renoncé à faire du beau dessin. Il a fait ce qu'il y avait de plus merdique. Mais il le savait, c'était conscient. Et il faisait des dessins très drôles. Mais il avait renoncé, après avoir fait des études de dessin académiques qu'il a maîtrisées, il avait renoncé, et c'était un choix. Mais ça le privait, je suis convaincu que ça le privait de certaines astuces de mise en scène. C'est comme si on disait à des comédiens, bon, vous allez sur le plateau, vous jouez, le texte il y est, il est bien, mais vous déplacez comme vous voulez. Eh bien, lui, il déplaçait en vrac. C'est regrettable, mais bien que cette idée était drôle, mais elle aurait été valorisée. Et il y a d'autres dessinateurs comme ça. Moi, je crois qu'il faut soigner ce qu'on fait. Jacques soignait beaucoup le texte, parce que c'était sa formation, sa formation, son auto-formation, parce que ce qu'il savait, il se l'était appris tout seul. Il arrivait à un équilibre, mais c'est comme Brassens à la guitare, on ne va pas le coller en orchestre philharmonique, ça va tout de même tuer un peu le texte de Brassens. Eh ben voilà, il faut arriver à tirer le meilleur de soi-même dans un délai. Il ne faut pas oublier qu'on a des délais. Il faut boucler. Et puis on évolue dans le temps. L'outil a une incidence. Et le trait a aussi une incidence. Si on fait un immense dessin, lorsqu'il va être réduit, le trait va devenir tellement fin que publié dans un journal, il va tout de même perdre de sa force. Quand j'ai commencé à dessiner, j'ai vu une chose, c'est que les photos avaient une importance. Les gens regardaient les photos parce qu'il y a toutes les nuances de gris dans une photo. Et quand j'ai commencé à faire des dessins, j'ai mis de la densité, des valeurs de gris, pour que dans une page, ça occupe à peu près ça a le même impact qu'une photo. Un dessin linéaire a beaucoup moins de chance. On peut jouer avec des aplats, des lignes et des aplats noirs. C'est un peu minimaliste, mais ça peut très bien être traité. Mais je pense que les valeurs de gris, il faut occuper l'espace, il faut laisser des blancs là où il faut. C'est une cuisine. Est-ce que vous avez des coups de cœur chez les décidément, je parle beaucoup de coups de cœur ce soir, mais il y en a toujours un de décerné dans le cadre du festival. Cette année, il restera dans sa boîte jusqu'à l'an prochain. Est-ce que vous avez des coups de cœur, des auteurs que vous suivez plus précisément, des dessinateurs que vous suivez plus précisément, qui vous marquent, qui appartiennent à la jeune génération peut-être aussi Oui, alors, pas la jeune génération. Moi, je vais vous parler des gens qui ont des idées et qui les réalisent bien. Il y a d'abord ceux qui m'ont appris sans le savoir, mais qui m'ont appris. David Levin, Tim, qui était le dessinateur de Express pendant 30 ans. Curieusement, il y en a que je connaissais bien, qui était donc mon père, qui était dessinateur, et Jacques Faisan, qui était mon oncle. Et eux, ils ne m'ont rien appris eux-mêmes. Rien. Mon père était dessinateur, m'a rien appris. C'est parce que j'ai appris de lui et de Jacques en regardant ce dessin. Donc, mais ils ne m'ont rien appris. Aujourd'hui, j'ai deux dessinatrices dans mon esprit qui sont professeurs de dessin, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent les outils, qui les maîtrisent bien. Tous les professeurs de dessin ne sont pas capables de ça. Moi, j'ai eu des professeurs de dessin qui étaient des dessinateurs très moyens. Je parle de ceux que j'ai eu au lycée. Là, ce sont deux professeurs de dessin. L'une est à Venise. Elle a publié d'ailleurs des dessins en France. Elle s'appelle Nardi, Marinella Nardi. Et puis une dessinatrice scandinave qui signe Siri Doken, D-O-K-E-N, et qui elle aussi font de très beaux dessins et dont la force vient du graphisme.
N'oublions pas que nous sommes des dessinateurs, que dans des dessinateurs de presse ou des dessinateurs d'actualité, il y a une partie qui concerne le dessin. Donc, on voit pas la rédacteur ne pas savoir rédiger. Ça s'apprend. Ça s'apprend même sur plusieurs années. On ne voit pas non plus un photographe faire des photos floues, mal cadrées, etc. Donc, curieusement, on considère que le dessin est un art mineur, et de ce fait, on accepte un peu tout. Des ressemblances qui n'y sont pas, et là, je dénonce, etc., etc. Tout à l'heure, je voulais ouvrir une parenthèse, je reviens en arrière, mais c'est une vieille habitude, sur le fait, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont la porte ouverte à le fait que les gens, n'importe qui puisse prendre la parole à partir du moment où il sait utiliser un ordinateur, mais de manière disproportionnée, et sans doute liée à l'anonymat, mais de manière disproportionnée. On a un confrère dessinateur qui avait fait un dessin à propos de Mélenchon de la chasse aux oiseaux à la glu. Il avait représenté Mélenchon et des oiseaux pris dans la glu lorsque c'était l'actualité, et qui étaient des gilets jaunes. Et ce type a été menacé par cette masse très floue qui sont les gilets jaunes, sûrement par un type particulier, mais enfin, a été menacé de mort parce qu'il a fait un dessin qui ne plaisait pas dans un pays où on se dit, on est tout de même chez les incivilisés, on n'est pas dans les dictatures de l'Est et on n'est pas non plus chez Trump. Il a été menacé de mort. Alors, c'est tout de même inquiétant, même si j'espère pour lui, il a pu dormir tranquillement. On est dans un pays, entre guillemets, normal. Et c'est une partie de la population menace des gens qui sont en état inoffensif, hein, rassurez-vous, en état inoffensif, en sans danger. On est dans leur limite, mais voilà. On ne peut pas contrôler, ce qui m'inquiète aussi un peu, c'est que on veut contrôler les limites de l'humour. Je ne suis pas pour une certaine catégorie d'humour, mais peu importe. Moi, j'en fais pas, et le problème est réglé. En revanche, vouloir, parce qu'on est bien pensant, etc., dire voilà les gabarits, voilà les mots qu'il ne faut pas utiliser, voilà ce qu'il ne faut pas dire, c'est très dangereux, parce que ça prouve que on ouvre un gabarit et on dit voilà, dans ce gabarit, nous allons mettre des mots. Et le jour où on n'est plus dans un monde civilisé, mais qu'on tombe sous l'effet d'une dictature, les gens qui prennent le pouvoir disent on va utiliser la même solution. On a un gabarit et nous, on va mettre des mots à nous. Ce qui fait qu'on va se retrouver dans un monde où il y aura des mots qui ont été supprimés et qui vont être établis, et des mots qui n'étaient pas dans cette catégorie qui vont y rentrer, qui vont être des mots de rigueur, d'extrémisme, etc., etc. Donc, le système américain est ce qu'il est, mais au moins, on sait que le danger ne vient pas d'un préformatage au nom du bien-pensant. On rentre dans un discours très délicat dont la délicatesse a été franchie par les assassins des dessinateurs, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Donc, quelles sont les solutions? Je suis désolé, j'ai rien à vous proposer. J'ai plus de son. Tu n'as plus de son. Voilà, c'est revenu. Bon, je disais, ça sera donc le mot de la fin. Merci à tous les deux. Jean-Marie, bon courage pour la prochaine édition du festival l'année prochaine. Olivier, merci pour cette analyse. Moi, je vous donne rendez-vous le 17 pour un nouveau Facebook Live dont le thème sera « Peut-on encore sauver le journalisme ?» Sujet qu'on a abordé il y a quelques temps dans le cadre de ce débat. Merci à tous, en tous les cas, de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Très bientôt. Au revoir. Au revoir.